Là, votre question portait sur pourquoi la voiture a un rôle assez central au Liban, c'est Ouais, ça? c'est ça. Oui, oui, en fait, le Liban, ce n'était pas toujours le cas tout d'abord. Donc, au Liban, il faut distinguer deux ères. La première période, c'est avant la guerre civile et l'autre, c'est après la guerre civile. Donc, entre 75 et 90, on peut parler d'un trou noir. Là, il ne se passait rien parce qu'il y avait la guerre civile dans tout le pays, il y avait l'invasion israélienne, etc. Donc, c'était pas, il n'y avait pas ni de développement, ni positif, ni négatif à ce moment. On peut considérer en gros comme ça. Donc, avant la guerre civile, le Liban déjà était, et surtout à Beyrouth, on avait des pratiques de mobilité qui étaient plutôt comparables à des pays du Nord, à des villes du Nord. Donc, c'était pas vraiment, le Liban est un pays arabe dans un contexte arabe, mais vu ses échanges avec l'Europe, son ouverture vers l'Occident un peu. Donc, on avait des pratiques de mobilité, donc tout d'abord des pratiques sociales qui ont été traduites par des pratiques de mobilité, plutôt comme le Nord. Donc, dès le début, on avait, comme à Paris, comme dans toutes les villes du Nord, on se basait surtout dans une petite ville sur la marche à pied. Il n'y avait pas assez de vélos, mais surtout au début, la marche à pied. Ensuite, tout de suite, au début du XXe siècle, on est passé tout de suite à un réseau de transport en commun qui a été plutôt développé par rapport à d'autres villes. On avait un réseau de tramway. On avait vraiment la ville qui était structurée sur ces réseaux de tramway. Ensuite, qui ont été vers les années 60. Et là, il y avait le changement radical. Moi, je l'appelle le changement radical du système de transport libanais. Donc, on est passé de la marche à pied dans la ville vers les transports en commun, le tramway, ensuite qui ont été remplacés par le bus. Et à ce moment-là, dans les années 50-60, il y avait beaucoup d'argent qui entrait le Liban. Il y avait le capitalisme mondial qui commençait à arriver, l'argent du pétrole arabe, etc. Donc, il y avait une certaine richesse qui s'accumulait et qui a provoqué la démocratisation de la voiture avec des taux vraiment qui étaient à ce moment-là comparables à des villes, par exemple, à titre d'exemple, qui n'étaient pas très loin des villes comme Amsterdam, donc aux années jusqu'à 50, 60. Donc, à ce moment-là, le Liban a commencé à faire son changement radical de transport en commun, de transport doux, des déplacements de petite distance vers la voiture privée. Ensuite, les 15 ans de guerre civile, il y avait tout qui s'arrêtait. Donc, le réseau routier qui a été détruit, il n'y avait pas de transport en commun. À ce moment-là, juste, j'ai oublié un petit truc aussi, c'est que c'était au niveau urbain, on avait le tramway et les bus. Au niveau interurbain, on avait un réseau de chemin de fer qui liait les quatre coins du pays donc, et qui le reliait avec l'étranger, arrivant jusqu'à Londres avec l'Orient Express. Donc, à ce moment-là, durant la guerre civile, on avait le réseau de chemin de fer qui a été détruit, les bus et les tramways, bien sûr, qui étaient déjà remplacés avant la guerre, le réseau routier. Et donc, malgré cela, la possession de la voiture continuait à augmenter. Donc, il y avait plusieurs facteurs sociaux, économiques, qu'on peut les discuter en détail plus tard, mais qui a provoqué à ce qu'à la sortie de cette guerre, en 90, le Liban devient un pays, on a remarqué les chiffres nous dire que le Liban déjà avait un nombre de voitures qui était énorme, on dépassait les 1 million de voitures malgré les 15 ans de guerre. Et à partir de ce moment, il y avait un choix politique. Donc, soit durant la reconstruction du pays, dans l'ère de rebâtir le pays, on devait soit choisir de reprendre la même norme d'avant-guerre, donc un peu de transport en commun avec un développement du réseau routier, ou bien sans transport en commun, on a choisi le deuxième choix qui était plus simple et plus facile à faire et surtout plus rentable pour l'État, pour les politiciens, pour les hommes d'affaires, pour les cartels de tout ce qui est en relation avec le transport. Et à ce moment-là, on a eu une augmentation très énorme dans le nombre de voitures. Donc, juste à titre d'exemple, entre l'année 70 et 2015, le nombre de voitures au Liban a été multiplié par 7, sachant que 15 ans durant cette période, il y avait une guerre civile et il n'y avait pas assez de richesses au moins au niveau des ménages, pas au niveau des entreprises. Donc, on a continué à cette augmentation, à continuer. Elle a été accompagnée par un étalement urbain qui l'a favorisé. Donc, Beyrouth était vraiment très limité à la sortie de la guerre. On connaissait Beyrouth, ou bien le Grand Beyrouth, donc Beyrouth et ses banlieues. Après la guerre, elle a commencé à s'étaler, même avec quelques effets de la guerre, mais plutôt c'est avec des effets des immobiliers à cause le boom immobilier après la guerre. Elle a commencé à s'étaler. On est en
on estime avoir 2 fois plus de superficie urbaine. Aujourd'hui, au Liban, on a 90% des habitants qui sont dans des milieux urbains, dont plus que la moitié, c'est juste à Beyrouth. Donc, c'est totalement urbain, avec l'absence des transports collectifs, l'absence des déplacements doux, la facilitation d'avoir une voiture. Donc, on peut aller à la banque avec un simple papier qui justifie notre revenu. On peut avoir un crédit auto. Ensuite, il y avait quelques aspects sociaux comme le fait de se montrer, être fier de soi, montrer son Oui, identité, c'est un symbole etc. aussi. Tout à fait. Donc, mais ça, ce n'est pas exclusif au Liban. Tout ce que je dis, ce n'est pas exclusif Mm. au Liban. Ça ressemble plutôt à des pays du Nord. Donc, c'est la même norme qu'aux pays du Nord, sauf que dans les pays du Nord, ou bien dans les villes européennes, par exemple, vers les années 2000, ils se sont rendus compte que ce n'est pas durable et ils ont commencé à faire une démarche inverse. Tandis qu'au Liban, jusqu'à la veille de la crise, on était toujours avec des chiffres de plus de croissants de possession de voitures, d'utilisation de voitures. Et en gros, j'imagine vous avez eu accès à ma thèse, comme je l'ai appelée, c'est une dépendance envers l'automobile, mais ce n'est pas qu'une dépendance, elle est systémique, elle est multifactorielle, elle est très coûteuse. Donc, c'est pour ça que la voiture, elle a un rôle, ou bien elle est très centrique au Liban, parce qu'il y a tous les facteurs qui provoquent cette dépendance automobile, qui provoquent que les gens possèdent une voiture en un, mais l'utilisent aussi en deux, et sans avoir aucune alternative vraiment fiable. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, la voiture, elle assure 70% des déplacements motorisés, et dans la ville comme ailleurs. Donc, comme vous connaissez un peu en Europe, souvent dans la ville, autant qu'on s'approche du centre, autant que l'utilisation de la voiture diminue. Au Liban, ce n'est pas le cas du tout. On a des taux d'utilisation, par exemple, à Beyrouth, qui sont plus supérieurs de la voiture. Je parle d'une utilisation de la voiture à Beyrouth qui est supérieure à la Bekaa, par exemple. Mm. À la Bekaa, qui est des milieux, et ce sont des milieux plutôt ruraux ou périurbains. Mais Beyrouth, le centre, il y a plus d'utilisation de la voiture. Donc, c'est assez centrique qu'elle a dépassé des taux européens, par exemple. Et aujourd'hui, donc il n'y a plus de transport en commun, notamment les lignes de train qui étaient très importantes avant la guerre. Je pense notamment à la ligne entre Beyrouth et Damas qui permettait toutes les liaisons entre le Mhm. Liban, la Syrie, notamment le transport de marchandises, etc. Hein? Pourquoi cet arrêt après la guerre? Pourquoi il n'a pas été relancé? Quelles ont été les raisons de cette politique? Ouais. Moi, ce que je l'appelle, c'était le plus facile et le plus rentable. C'est pour ça. Parce que, comme je viens de dire, à l'année 90, il y avait des grosses décisions à prendre. Donc, il y avait la relance économique, il y avait la reconstruction, il y avait le besoin d'investir énormément. Et là, à ce moment, il y a eu un choix. Donc, tout d'abord, il faut bien clarifier qu'il y avait des études durant la reconstruction. Les études disaient qu'il faut refaire quasiment le même réseau de transport, au moins interurbain. Ensuite, il y a des changements au niveau urbain à Beyrouth, mais au moins, par exemple, le chemin de fer, qu'il faut le rétablir. Et il y a eu une initiative entre 91 et 94 de relier Beyrouth à Byblos, au nord de Beyrouth, à vers 30 km de Beyrouth, juste pour un chemin de fer pour marchandises, pour une usine de ciment à Cheka, pas loin de Byblos. Et en 94, même cette ligne s'est arrêtée. Donc, en 95, il y avait une étude qui disait qu'il faut qu'il faut remettre en service le chemin de fer, faire 2 lignes de métro pour Beyrouth, des lignes de bus, etc. Mais à ce moment, le choix était c'était une question de politique, que la politique disait que c'était plus facile et plus rentable de faire des routes que d'investir dans les transports en commun. C'était plus facile. Pourquoi? Parce que la conception, les investissements et la rapidité de livrer des autoroutes est très minime par rapport à des transports en commun. En 2, 3 ans, on peut donner la plus grande autoroute. Ce n'est pas le cas dans les transports en commun. C'est moins d'études, moins de coûts. Et de deux, c'est plus rentable pour qui? Pour les hommes d'affaires qui sont souvent soit eux-mêmes des hommes de politique, comme le cas de Rafik Hariri, qui était venu comme investisseur, mais qui est devenu en même temps Premier ministre. Donc, pour lui, il avait l'entreprise solidaire qui a rebâti ou bien reconstruit le centre-ville
de manière vraiment dingue. Mais de toute façon, donc à ce moment-là, lui, il n'avait pas l'intérêt de faire de transport Il en y a un peu un commun. conflit d'intérêt finalement. Il y a un peu un conflit d'intérêt entre la politique menée. Si, si, ça c'est sûr qu'il y avait un conflit d'intérêts, mais au Liban, on s'en méfie de conflit d'intérêts. L'essentiel, c'est à ce moment-là, était vraiment de reconstruire les liaisons politiques d'un part et avec les hommes d'affaires de l'autre part. Et souvent, ce sont les mêmes personnes. Donc, ensuite, il y avait, à titre d'exemple, des hommes proches aussi de Hariri qui étaient des concessionnaires pour construction de routes ou bien d'importation de voitures, d'importation et de vente de carburant, etc. Donc, si on va comparer les coûts et les profits pour les politiciens et leurs collègues, leurs amis, d'une part, et dans le cas de transport en commun, développement de transport en commun, ou bien développement du réseau routier, ou bien développement de la voiture en gros, c'est beaucoup plus rentable. Donc, le choix était hyper facile pour eux. Ils ont pensé que le plus court, le plus facile, le plus rapide et le plus rentable, c'était vraiment le choix d'aller favoriser un système de transport basé sur la voiture que plutôt un système de transport basé sur un transport en commun. Et cela, d'une manière très paradoxale, cela a été pareil, comme si tout va bien jusqu'à la veille de la crise. Donc, il y avait très rare des gens qui disaient que non, c'est un système non durable, c'est un système qui ne va pas, parce qu'à ce moment-là, tout le monde avait sa voiture, tout le monde assurait, quand je dis tout le monde, c'est la majorité. Hein. Bon. Ensuite, il y a 10%, par exemple, il y avait par exemple 30% des ménages les plus pauvres n'avaient pas accès à une voiture et ils galéraient. Mais je dis en gros, la majorité, le taux de motorisation au Liban, c'est 88% des ménages, donc c'est comparable un peu à la France. Et donc à ce moment-là, tout le monde avait sa voiture. On se méfie de si c'est polluant, il y avait des congestions, etc. La voiture, c'est le luxe, c'est le confort, la liberté, etc. Donc, et le jour où la crise économique est tombée, on s'est rendu compte que non, on n'a construit rien. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, l'un des transports en commun qui est le plus utilisé, en tout cas développé, ce sont les taxis-services. Oui. C'est taxis collectifs. Ouais. Comment est-ce que eux s'adaptent à la crise? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils disparaissent, par exemple? Oui, d'accord. Tout d'abord, il faut savoir que au Liban, on a que de transport artisanal, dit artisanal ou bien intermédiaire. Donc, c'est un transport qui est géré vraiment d'une manière très, très aléatoire par des particuliers ou bien des petites entreprises, d'une manière vraiment chaotique, sans horaire de passage ni des arrêts, sans aucune réglementation, avec un tiers des véhicules. Les estimations de la Banque mondiale et des syndicats de transport collectif disent que un véhicule sur trois, il est illégal ou bien il fonctionne d'une manière illégale. Et donc, il faut savoir que ce n'est pas un secteur très, très, très fiable et c'est ce qui rend cette dépendance automobile structurelle parce que vraiment, il y a pas de choix. Ensuite, dans le système de transport artisan, il y a deux. Il y a le transport individuel dont vous parlez, c'est les taxis ou bien les taxis-services. C'est les voitures qui circulent, mais pas à la manière européenne, c'est d'une manière aussi artisanale non organisée. Il y a aussi les transports collectifs qui sont des minibus et des bus. Ensuite, que ce soit l'un ou l'autre, donc collectif ou individuel, donc des voitures ou bien des bus minibus, les deux galèrent. Donc, ils ont déjà, par exemple, pour le moment, aujourd'hui, là, on parle au Liban, il n'y a pas de tarif fixe. D'habitude, c'est le ministère de Transport qui fixe les tarifs des transports collectifs sur tout le territoire. Aujourd'hui, chaque conducteur décide lui-même selon le trajet, le nombre de passagers, la région, la congestion, l'heure, etc. Et c'est lui qui décide le tarif. Ensuite, c'est plus ou moins en accord avec tous parce que c'est le marché comme ça. Mais en fait, ils galèrent parce qu'ils n'ont aucune subvention. Et quand je dis aucune, c'est vraiment aucune subvention. Donc, la seule faire plein pour qu'ils puissent acheter des carburants, réparer leur voiture et ensuite pour pouvoir se nourrir et payer leur vie, c'est vraiment les revenus que les passagers payent pour ces conducteurs. Ensuite, les syndicats sont très politisés, donc ce n'est pas des syndicats qui cherchent les intérêts des chauffeurs ou bien des prestataires de ce service, mais c'est plutôt des syndicats qui cherchent les intérêts des partis politiques auxquels ils appartiennent.
Et si vous n'avez jamais entendu, par exemple, à certains moments, il y avait chaque 2, 3 semaines, voire à mois, il y avait des mouvements pour les syndicats. Au moment où le prix de carburant était, par exemple, aujourd'hui, c'est à 500 000 livres libanaises, à un moment, c'était à 150. Donc, c'était la première phase de prélèvement des subventions. À ce moment-là, on voyait des mouvements, mais c'était des mouvements, tout le monde les connaissait. C'est un parti politique qui les gérait, qui les dirigeait. Et même aujourd'hui, avec 500 000 livres libanaises prix d'essence, on ne voit aucun mouvement. Donc, il y a plusieurs qui sortent dans une enquête qu'on a fait en 2021. Déjà, il n'y avait pas les prélèvements des subventions. Il y avait plusieurs conducteurs qui commençaient à chercher ailleurs. Durant la crise de carburant, si vous avez vu les queues pour faire le Bien plein, sûr. il y avait plusieurs des conducteurs de transport en commun qui ont quitté le métier de transport en commun momentanément pour aller travailler dans le marché noir des carburants. Donc, ils garaient leur voiture dans la queue, ils faisaient le plein, ensuite ils quittaient la queue et allaient vendre le carburant. Pour eux, c'est la même perte de temps, c'est 4, 5 heures de temps de travail, sauf que là, c'est beaucoup plus rentable que d'aller tourner dans les rues et en attente des passagers. Ensuite, il y a eu la crise de la COVID et les décisions gouvernementales vraiment comme ça à l'arrache, sans aucune étude de réduire la capacité des transports en commun, parfois les interdire de circuler. Donc, tout ça s'est accumulé aujourd'hui. Oui, c'est pas très facile on estime qu'il y aura pas mal de gens qui vont quitter ce métier et même ceux qui vont rester, ils vont rester soit à des coûts très élevés, des tarifs très élevés, soit ils vont chercher en parallèle un autre métier, donc ils seront à des temps de travail très réduits. Ensuite, juste pour clôturer sur cette question, il faut savoir qu'on n'a pas de chiffre officiel du tout. On n'a aucune statistique fiable et officielle surtout qui montre le taux de travail, qui montre les heures de travail, le nombre. Ce sont tous des estimations et ce sont tous des compte rendu des interviews ou bien avec des syndicats ou bien des recherches comme celles que j'ai menées, etc. Mais au niveau officiel, on va dire étatique, on a zéro chiffre officiel qui montre vraiment le taux à quel taux ces voitures ou ces minibus, ces bus travaillent vraiment. Et donc aujourd'hui, le prix du carburant a explosé. En un an, entre avril 2021 et avril 2022, ça a été multiplié par 10 ou par 11 environ selon le Ouais, carburant. Euh, Est-ce que cette crise du carburant peut être un moyen de développer l'offre de transport en commun? Est-ce que ça peut être le contexte est propice à ça? oui, ensuite, ça, c'est d'habitude, quand on est dans la recherche scientifique sur la mobilité, on considère cette hypothèse comme une hypothèse qui est plutôt faible. Parce que jusqu'à présent, c'est pas nécessairement que si les gens soient en précarité financière pour pouvoir se déplacer, qu'ils vont choisir les transports en commun. Donc, plutôt, l'hypothèse qu'on met dans le cas libanais, c'est que les gens vont plutôt réduire leur taux de déplacement plutôt que changer le mode de déplacement. Donc, si vous avez des déplacements, par exemple, en moyenne, un Libanais effectue en moyenne 33 déplacements par semaine, dont 70% effectués par la voiture. Ça, c'est en moyenne. Donc, l'hypothèse qu'on met et sur laquelle on essaie de valider, c'est que les 70% de la part de la voiture va rester 70, sauf que les 33 déplacements moyens motorisés par semaine vont devenir, par exemple, 25 ou 20. Donc, c'est le passage de la voiture vers les transports en commun ne sera jamais, dans ce cas, pas jamais, mais ce sera difficilement automatique, juste à cause de hausse de prix de carburant et surtout dans le contexte libanais. Par exemple, pour faciliter l'image un peu, pour clarifier un peu l'image, si on prend un peu l'exemple français, par exemple, là, il y a eu une hausse des prix de carburant en France, mais cela n'a pas signifié que les taux d'usage des transports en commun a explosé en parallèle. Parce que la personne qui est dépendante de sa voiture, qui compte sur sa voiture pour ses déplacements, ce n'est pas le prix qui va lui faire empêcher tout de suite de passer, sauf si vraiment il y a d'autres mesures qui ont été prises. Ça, c'est dans le cas où même en France, le système de transport en commun, il est fiable, il est bien organisé, il est bien fait, etc. Imaginons maintenant au Liban.
Déjà, le système de transport, il était dans sa pire situation et il devient de plus en plus, de pire en pire. Donc, le service se dégrade de plus. Il n'y a aucune mesure qui a été prise. Et donc, pour le moment, il n'y a aucun indicateur qui dit que les gens vont quitter la voiture pour passer en transport en commun. Ça, c'est si on parle au niveau des pratiques de mobilité. Maintenant, si on va parler des mesures gouvernementales, déjà, le ministre de Transport a commencé à prendre quelques mesures pour améliorer la qualité de service du transport en commun. Sauf que ces mesures, si on a eu le temps, on peut en discuter quelques-unes. Elles sont pas du tout, elles sont très limitées, elles sont très superficielles. Ils n'entrent pas vraiment dans le cœur, dans le noyau de cette crise et juste, il essaye de présenter le plus rapide possible, juste se faire montrer que je travaille, surtout qu'il y a les élections qui se rapprochent. Donc, c'est les deux en même temps, de se montrer qu'il va essayer de faire quelque chose parce que c'est son métier, mais en même temps que faire cette chose le plus rapide possible et le plus simple possible parce qu'il n'y a pas d'argent et il y a les élections qui se rapprochent. D'accord, donc aujourd'hui, c'est un argument électoral, finalement, plus qu'autre chose. Oui, enfin c'est plutôt, oui, de un, c'était une réaction, parce que l'État, quand je dis l'État, c'est le gouvernement, c'est les entités responsables du transport au Liban. Ils n'attendaient pas à cette crise-là. Ils pensaient que les carburants, ils n'avaient pas cette prévision que les subventions sur les carburants vont être vraiment prélevées un jour. Ils pensaient toujours qu'il y aura des aides internationales, etc. Et toujours, on pourrait subventionner les carburants. Donc, une fois, il n'y avait pas le choix que d'enlever, supprimer ces subventions. Ils étaient sous choc. Donc, la première réaction, c'était une réaction un peu, et désolé du terme, mais c'était un peu naïf que là, on a plus de carburant. Le seul choix, c'est de faire un transport en commun. Ça, c'est la théorie qui est bonne, mais la naïveté, c'est où? C'est que on fait n'importe quoi, qu'on peut ramener des bus de la France, on peut faire réparer 40 bus pour les faire marcher, mais sans aucun plan, aucun chiffre fiable sur lequel on se base pour décider notre plan. Et en fin de compte, on se dit que là, on ne peut plus rien faire plus que ça. Et l'essentiel, c'est qu'on n'est jamais parti à résoudre le problème initial, c'est la dépendance automobile. Le problème au Liban, c'est que tout le monde dépend de sa voiture. Donc, l'essentiel, ce n'est pas seulement de faire un transport en commun, mais c'est aussi de prendre des mesures pour faire éloigner les gens de leur voiture. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune mesure qui a été faite pour faire face à cela. Oui, oui, le problème est bien plus profond que Ah seulement oui, l'offre oui. de transport en commun. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Et à titre d'exemple, il y a plein de villes de l'Est, de l'Ouest, partout au monde qui ont des transports en commun qui sont très fiables, ils ont bien investi dans leur système de transport et les taux d'utilisation, ils sont très bas par rapport à l'utilisation de la voiture. À titre d'exemple, les villes françaises, la voiture assure 63% des déplacements des Français, ce qui est très élevé si on voit par exemple le taux les investissements qui ont été faits dans le transport en commun, le niveau de service. Donc, ça ne veut pas dire si on a vraiment un très bon système de transport en commun, c'est la seule raison pour laquelle les voitures ne sont plus utilisées. Il faut prendre deux mesures qui ne sont pas toujours très chères à faire, hein, mais il faut une décision politique. Et jusqu'à présent, au Liban, on a pris zéro décision qui fait éloigner les gens de leur voiture et on fait l'hypothèse que je trouve très naïve que c'est vraiment le prix de carburant qui va faire les gens quitter leur voiture et aller chercher des alternatives. Moi, je mets une hypothèse pas contradictoire, mais qui ne va pas dans le même sens, que vraiment les gens vont quitter leur voiture, mais ce n'est pas aller chercher des alternatives, mais rester chez soi. D'accord. Euh, donc le trafic automobile, moi j'étais à Beyrouth pour faire cet article, mais globalement dans le Liban a chuté. Est-ce que cette chute du trafic routier peut faire prendre conscience au Liban du coût écologique de la voiture? Parce que notamment à Beyrouth même, la pollution atmosphérique, etc., est un gros souci qui est fortement lié à la voiture. Est-ce que ça peut faire prendre conscience de l'aspect écologique? Oui, en fait la voiture était, comme vous venez de dire, le système de transport au Liban, puisqu'on n'a pas un système. D'habitude, c'est l'industrie numéro un pollueur. Ensuite, c'est le transport. Au Liban, on n'a pas d'industrie, vraiment, on n'a pas un secteur d'industrie très développé. C'est le transport qui est le plus pollueur. Et dans le transport, évidemment, c'est la voiture. Ensuite, là, l'absence ou bien la baisse d'utilisation de la voiture, même si moi, les chiffres, par exemple, en 2021, montrent qu'il y a une baisse
mais qui n'est pas très, très remarquable. Là, on attend de deuxième enquête là, en 2022 pour vérifier à quel taux. De toute façon, il y a certainement une certaine baisse d'utilisation de la voiture, surtout dans les déplacements non contraints, donc hors domicile travail. Pour l'aspect écologique, au Liban, j'avoue que c'est difficile à distinguer parce que là, il y a aussi les moteurs privés, donc tout ce qui est générateur privé pour l'électricité. Aujourd'hui, je pense que c'est eux le pollueur numéro un au Liban. Mais j'avoue, j'ai essayé de communiquer avec un collègue à Beyrouth qui travaille sur des questions pareilles et il m'a dit que c'est très difficile à vraiment aujourd'hui distinguer la pollution si elle est toujours de la voiture ou pas. Donc, parce qu'il a le générateur électrique privé dans les quartiers qui assure le courant électrique et ça pollue trop. Mais la question reste, est-ce que vraiment aujourd'hui les Libanais, la pollution est leur premier intérêt? C'est ça la question, parce que je doute qu'aujourd'hui on s'inquiète de la pollution autant où on n'a pas des médicaments, on n'a pas du pain pour manger, etc. Donc, Oui, c'est un sujet qui est oui, finalement secondaire oui, déjà, il était très secondaire depuis, même avant la crise, quand on était dans un état plutôt stable ou bien on avait une certaine richesse au Liban, on ne s'inquiétait pas trop de la pollution et des aspects atmosphériques, sachant que le Liban, il a signé déjà l'accord de Paris 2015 et il s'est mis d'accord qu'il faut diminuer les taux de pollution, il faut favoriser les transports en commun. Et entre 2015 et 2019, il y a eu zéro mesure prise pour cela. Donc, si déjà avant la crise, on ne s'inquiétait pas du tout de ça, ou bien on s'inquiétait juste devant devant les étrangers, on va dire en gros, mais en réel, on ne faisait rien de sérieux. Là, actuellement, je ne pense pas que c'est le souci numéro un, ni pour les Libanais, ni pour le gouvernement.